Alors, on a comme une Première ministre britannique, Liz Truss, qui est de plus en plus en sursis. Elle dit qu'elle veut tenir, mais il y a des défections en série dans son gouvernement. Et on voulait revenir sur cette séquence qui est assez haletante, en même temps dingue, durant laquelle on a vu des marchés qui sont venus nous rappeler au souvenir de certains politiques, et de façon un peu brutale, notamment donc à Liz Truss et à son ex, maintenant ministre de l'économie, chancelier de l'échiquier, qu'on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut en matière de dépenses publiques avec des conséquences potentiellement assez violentes. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Un peu brutal. Hein. Largement brutal, enfin, d'une violence inouïe, pardon, je vais euphémiser. Non, qui fait que d'ailleurs que la Banque centrale, on va le voir, anglaise, qui devait remonter les taux, n'a rien fait et a acheté du papier de la dette britannique à tour de bras. Séquence assez rocambolesque. Voilà. Et rocambolesque qui commence aussi avec une expression pourtant sympathique, bien dit comme ça, parce qu'on nous parle de mini-budget. De mini-budget. Mini-budget, maxi-effet. Celle-là, je l'avais préparée. Et oui, on revient en arrière, le 23 septembre, vous l'avez dit. Et c'est le chancelier de l'échiquier de l'époque, l'équivalent du ministre de l'économie et des finances, Kwasi Kwarteng, qui nous présente ce mini-budget. Il n'a pas fait long feu. Et dans ce mini-budget, qu'est-ce qu'il y a, David? Il y a ni plus ni moins que les plus importantes réductions d'impôts depuis 50 ans à hauteur de 1,5% du PIB britannique. Excusez du peu. On a aussi un gel des factures de gaz et d'électricité pour les ménages, pour les entreprises. Certaines projections assez folles circulent alors, expliquant que ça pourrait tout ça nous amener le déficit public à 7% en 2023. Et ça se passe dans un contexte où la confiance entre, vous l'avez dit, entre le gouvernement britannique, entre les pouvoirs publics britanniques, qui s'est lentement érodé depuis le Brexit, arrive à un point extrême. On voit que depuis l'arrivée au pouvoir de Liz Truss, vraiment, on se regarde en chien de faïence et il y a beaucoup de défiance de part et d'autre. Voilà, et puis on a Kwasi Kwarteng qui est fin septembre à la télévision et qui en remet une couche là-dessus. C'est-à-dire que déjà, quand il présente ça, il y a des remous, il y a des secousses, parce qu'il n'explique pas comment il va le financer, en fait. Donc, il explique les baisses d'impôts, on ne sait pas comment ça va être financé. Et il a une interview à la BBC, je crois que c'est le week-end, le dimanche qui suit, où, en fait, il dit que, finalement, il promet qu'il y aura d'autres baisses d'impôts. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va se passer, mais le meilleur est à venir, nous dit-il. Voilà. Et donc, il y a cette sortie, cette fanfaronnade, diront certains, qui va se payer vraiment très cash, encore une fois, au-delà du jeu de mots, sur le marché, dès le lendemain, notamment sur les devises et sur la livre sterling. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme vous le dites, c'est sanction immédiate à partir de le lundi. La livre s'effondre, elle tombe au plus bas de son histoire face au dollar. C'est quand même un truc assez dingue. Le prix des obligations d'État britanniques, les gilts, s'envole également. Panique sur les marchés, panique qui commence d'ailleurs à diffuser un peu ailleurs. On pourrait se dire, bon, finalement, tout ça est une histoire très britannique. Mais pas que, parce qu'il y a autre chose qui s'est joué un petit peu en coulisses et que les professionnels de marché ont vu, pas forcément le grand public tout de suite, c'est que c'est venu, ça, déstabiliser cette hausse très forte des emprunts d'État britanniques, déstabiliser les fonds de pension, et notamment parce qu'ils utilisent des produits qu'on appelle des LDI et qui ont été directement impactés par ce... Je vous coupe, parce que LDI, CDO, CDS, ça nous rappelle quand même des produits financiers exotiques. Je pose la question, je ne sais pas, non, il n'y a pas... C'est alors... Et donc pas des bons souvenirs. Pas trop rentrer dans le détail parce que c'est assez technique tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, les fonds de pension utilisent effectivement ces produits. Fonds de pension britanniques. Fonds de pension britanniques, vous faites bien de le préciser, David, utilisent ces produits parce qu'ils doivent en permanence assurer de la liquidité pour livrer les pensions des retraités britanniques. Et donc, ils ont recours à ces LDI, Liability Driven Investment, excusez-moi de l'accent, investissement adossé au passif. Pour faire simple, on va dire que ce sont des produits dérivés, tiens donc, avec du levier et que ça peut permettre d'avoir du rendement dans un environnement de taux bas. Jusque-là, tout va bien et on comprend l'intérêt. Sauf que, à partir du moment où l'inflation remonte, ces LDI qui vous permettent plutôt de gagner de l'argent commencent à vous coûter parce que comme il y a du levier, il faut faire ce qu'on appelle les fameux appels de marge. Il faut remettre au pot un petit peu. Ça, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique puisque la montée des taux, on l'a vu, revenir et assez relativement graduel. Voilà. Sauf que là, quand en 48 heures, les taux d'intérêt sur la dette britannique prennent 1%, 100 points de base, c'est le drame. Et là, voilà. C'est le drame. Et là, c'est le drame. Surtout que le marché des LDI, David, 460 milliards d'euros en 2011, il a quadruplé en 10 ans pour dépasser 1800 milliards l'an dernier. Donc, il y a un vrai problème pour les fonds de pension qui se retrouvent à devoir remettre au pot en urgence. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent des bijoux de famille, non, excusez-moi du peu, ils commencent à vendre des obligations d'État, d'où ils alimentent, en fait, on rentre dans une espèce de spirale comme ça, hyper dangereuse.
où vraiment on commence à avoir un vrai risque de démarrage de crise financière sur le marché. Et donc c'est là, parce que c'est la pagaille, parce que c'est la panique. La panique, parce qu'il faut enrayer cette panique. C'est là que la Banque centrale britannique, la Bank of England, la BOE, monte au front, intervient en urgence pour éteindre l'incendie. Obligatoire, parce qu'en fait, dès l'annonce du budget, ils ont eu des signaux assez clairs au niveau de la Banque d'Angleterre qu'ils allaient avoir du papier arriver massivement, des obligations d'État. Je crois que c'est de l'ordre de 50 milliards de livres qui allaient être mis sur le marché à très court terme, nous disait le vice-gouverneur de la BO, comparé à 12 milliards d'habitude. Donc là, ils se disent, oula, il y a quand même quelque chose qui se prépare assez mauvais. Et comme vous l'avez dit, David, eh bien, la Banque d'Angleterre, qui était un peu dans la même problématique que les autres banques centrales, c'est-à-dire finalement de resserrement monétaire, de remontée des taux, de plutôt alléger son bilan, puisqu'ils avaient prévu de commencer à vendre des obligations d'État. Ils se retrouvent à faire complètement l'inverse, c'est-à-dire à dire, attendez, la vente d'obligations d'État qui était prévue, ce sera plus tard. Entre-temps, on va en acheter. Voilà, on va remettre ça fin octobre. On va aussi acheter du papier, notamment sur des maturités de très long terme qui étaient vendues. Il faut savoir que le 30 ans anglais était monté à plus de 5%. Enfin, c'est quand même des trucs assez dingues. Donc, on va en acheter pour calmer l'incendie, tout en... malgré tout, en faisant passer le message aux fonds de pension qu'il fallait un peu se mettre en ordre de bataille et que cette intervention resterait limitée, puisqu'elle avait pour but de s'interrompre vendredi 14 octobre, et qu'il fallait qu'eux aussi fassent un petit peu le ménage de leur côté. Et c'est là que c'est impressionnant, Laurent. Et vraiment, on insiste là-dessus, parce qu'on a vu une espèce de capitulation en race campagne de Liz Truss, qui avait tenu bon jusque-là, mais qui a remballé son budget, qui a viré le ministre de l'Échiquier, le ministre de l'économie quand même du Royaume-Uni. Et elle a cette phrase où elle dit « Il est clair que certaines parties de notre mini-budget est allé trop vite et trop loin par rapport à ce que les marchés attendaient. » Oui, par rapport et les marchés, cette phrase, effectivement, ce mot revient. Vous l'avez dit, ça s'est passé en deux temps. D'abord, finalement, on a enlevé les mesures celles qui faisaient le plus peur. Kwasi Kwarteng, il faut savoir que c'est vraiment un proche de Liz Truss. Donc elle l'a baqué, j'ai envie de dire, jusqu'au bout, jusqu'où elle pouvait vraiment le soutenir. Et puis à un moment, ça n'a plus marché. Est arrivé, effectivement, donc il y a eu cet abandon de la baisse d'impôts pour les ménages les plus riches, qui avait beaucoup fait parler également. Il y avait également, finalement, là aussi, elle a renoncé à conserver le taux d'impôt sur les sociétés à 19%, puisqu'il devait augmenter à 25%, finalement, ça va augmenter à 25%. Et puis elle a sorti Kwasi Kwarteng. Arrive à la place Jeremy Hunt, qui n'est pas vraiment un de ses supporters les plus acharnés, donc là aussi, c'est vraiment un désaveu personnel pour elle. Et qui, en gros, non seulement avait prévu de présenter, lui, son budget le 31 octobre, l'a fait beaucoup plus tôt, il s'est même fendu d'une annonce à la télévision avant de parler aux députés, ce qui est assez exceptionnel, lui aussi en expliquant, en voulant rassurer les marchés, et puis en dézinguant complètement le mini-budget qui avait été fait par son prédécesseur. Quand même une drôle d'ambiance, et c'est vrai que... le marché, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on lui a beaucoup parlé. En tout cas, quelle est la morale de cette histoire? C'est-à-dire que les marchés financiers font de la politique, où il y a cette crainte sur fond de hausse de taux d'intérêt, de déficit et donc de dette qui explose? Oui, je pense qu'il y a la situation britannique, où on voit qu'il y a quand même... on sentait dès le début de ce gouvernement Liz Truss qu'il y avait un problème. Il faut savoir que sa ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, est partie ce matin également. Enfin, elle a démissionné, ce matin ou très récemment. Elle a été remplacée par Grant Shapps, là aussi qui n'est pas un fan de Liz Truss à la base. Donc il y a un problème clairement de politique britannique, ça on pourra en reparler. Le Daily Star fait une vidéo YouTube où ils se demandent qui va survivre plus longtemps, une laitue ou Liz Truss. Donc ils ont un truc YouTube qui tourne en bas, vous pourrez aller regarder. Non, moi ce que je veux voir plus là-dedans, c'est que tout cela effectivement se passe dans un contexte de tension sur les marchés. Vous l'avez dit, finalement, sont réapparus entre les difficultés qu'a eu Crédit Suisse récemment, où on a eu un petit peu peur quand même. On se rend compte que le marché est sous tension. On a l'impression qu'on n'apprend pas forcément de nos erreurs quand on voit effectivement des produits à effet de levier comme ça, où on fait des stress tests mais qui sont peut-être pas suffisamment exigeants par rapport à des situations exceptionnelles de marché. On termine là-dessus, David, parce que c'est passé assez inaperçu. Fin septembre, le Comité européen du risque systémique, le CERS, présidé par Christine Lagarde, excusez du peu, a lancé un avertissement général au système financier. Quant à son équilibre. Disant, attention, on voit là des choses qui pourraient,
si ça tourne mal, dégénérer assez vite. Sachant que ça ne touche pas un pays exotique, on parle du Royaume-Uni. On parle du Royaume-Uni et surtout, on parle finalement de quelque chose d'assez localisé, mais on s'est rendu compte que finalement les fonds de pension n'avaient pas que des LDI ou que des obligations britanniques et que en fait l'effet domino et de contagion, il est toujours possible, il est toujours là. Donc attention, au mois qui arrive, on a un système financier qui est stressé. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut.